Votre fidélité au programme de l'AMTV nous enchante. Nous sommes dans Elam à la rencontre. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de spécial. Journaliste de formation, passé notamment par le quotidien L'Union, TV+, Africa numéro 1, Écho du Nord. Il a fondé Fait divers, aujourd'hui patron du média Matin d'Afrique, c'est bien ça. Jonas Blender est notre invité. Il vit depuis 2015 exilé en Occident, estimant sa vie menacée dans son pays. Il est aussi activiste et défend les causes africaines et gabonaises en particulier. Jonas Blender, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, malgré cette succession de deuils dans la résistance qui nous afflige, mais qui nous rappelle la nécessité de continuer le combat. Nos condoléances pour ces moments pénibles. Merci. Nous sommes ravis que vous ayez accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de votre parcours, de votre exil, de votre vision future sur un plan personnel et votre vision sur le plan de votre pays, le Gabon. Bon, puisque vous parlez d'abord de l'expérience professionnelle, je veux dire que c'est une sorte de voyage fait de sourires de joie et de rictus de peine. Parce que je ne veux pas dire que ma carrière a été un long fleuve tranquille jusque-là, parce que vous connaissez jusqu'où ça m'a conduit. Mais je préfère souvent retenir les meilleurs moments dans ce que je fais ou dans ce qu'un ami peut m'offrir. Mon expérience a commencé par le journal L'Union. Nous étions en 93, je venais de perdre mon père. Et j'étais passionné par le journalisme. D'ailleurs, lui, il avait souhaité que je fasse ce métier. Même si ma mère préférait que je fasse la médecine, mais mon père souhaitait que je fasse le journalisme. Et je me rappelle, le président Bongo est arrivé une fois à Mondi, ma ville natale. Et il était accompagné donc de journalistes. Et mon père m'avait amené saluer ces journalistes-là, parmi lesquels Jean-Philippe Oyono, André Ofunda, qui sont allés mourir un jour plus tard dans le crash de Macombogno. Donc j'avais rencontré ces hommes, mais j'avais vu qu'ils étaient très beaux et élégants. Et j'avais dit à mon père, ah oui, il faut que je sois journaliste, c'est beau et élégant comme ceux-là. Il m'a dit, mais pourquoi je te demande de choisir ce métier? Parce que c'est le plus beau métier du monde, tu voyages, tu rencontres des gens, tu es toujours avec les grands de ce monde-là, vous faites des petites tapes sur les épaules. C'est un métier très bien et puis tu es un homme cultivé quand tu fais ce métier. Alors, donc après... Oui. Alors, au quotidien L'Union, vous étiez en charge de la rubrique Faits divers et justice. Pourquoi le choix de cette rubrique en particulier? Bon, en particulier, je veux dire parce que mon père est mort assassiné en novembre 1993, donc année à laquelle j'ai commencé d'ailleurs au journal. Et mon premier article, c'était sur la mort de mon père. Je cherchais à comprendre qu'il avait été tué par ses compagnons, ses amis, je ne sais à la demande de qui, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est qu'il a été empoisonné. On lui a fait boire de l'acide chlorhydrique. Il avait subi des menaces bien avant cet empoisonnement. Et au dernier moment, il nous a révélé le nom de cette personne-là. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi il avait été tué. Donc en cherchant à comprendre, je me suis intéressé donc au fait divers, puisque c'était un fait divers, c'est un assassinat, c'était un empoisonnement, donc c'est un fait divers. Donc mon premier article à l'Union a été donc sur lui. Et après, le deuxième article, c'était sur un accident qui s'était passé à Mandibou, le véhicule de l'ancien ministre Paul Malékou, qui avait été écrasé, broyé par un fumier, et ça s'est passé devant moi. J'ai tenté de rallier Libreville. Donc j'ai fait cet article-là. C'était horrible parce que c'était vraiment difficile à regarder. Mais j'ai fait quand même ces images et j'ai amené à l'Union. C'était mon deuxième article. Donc du coup, je me suis intéressé au fait divers déjà à partir de ces deux articles-là. Et après, bon, je m'en sortais bien. D'après ceux qui m'encadraient, j'étais rompu un peu aux techniques d'écriture journalistique en termes de faits divers. Donc je me suis lancé par ça. Mais c'est le plus compliqué en journalisme. Les faits divers, c'est souvent ceux qui ont fait tous les services d'une rédaction. Ils terminent par là. Or, moi, j'ai commencé par le plus difficile et qui vous expose même à des poursuites judiciaires parce que les faits divers ont un lien étroit avec la justice. Vous ne pouvez pas exposer certaines images n'importe comment. Il faut obtenir des droits d'image par rapport. Donc, c'est très complexe. Moi, j'ai commencé par le plus difficile. Et je ne regrette pas parce que ça m'a donné une expérience particulière.
Tout à fait. En charge de cette rubrique, vous êtes créé des ennemis, beaucoup, pas qu'un peu en tout cas, parce que vous dénonciez certains crimes. Pourquoi ne vous êtes-vous pas résigné pour le bien de votre famille, par exemple, au lieu de continuer dans cette aventure, de continuer à dénoncer des crimes qui se passaient à travers le Gabon, des crimes sur lesquels vous enquêtiez? Pourquoi ne pas avoir renoncé pour peut-être vous protéger vous-même et protéger votre famille au lieu d'insister et de continuer? Parce que j'estime que quand on est justicier, il y a des choses auxquelles on ne peut pas renoncer comme ça. Je ne peux pas renoncer, c'est un combat noble, dénoncer ces crimes-là, les assassinats avec prélèvement d'organes qu'on appelle pompeusement crimes rituels, mais qui n'ont rien de rituel parce que chez nous, nos rites ne font pas recours au sang humain ou à des organes humains. J'estimais qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dénonce ça. Et dans le paysage médiatique national, il n'y avait pratiquement personne. C'était comme une normalité. Donc ça m'a révolté de constater qu'il n'y avait personne. J'avais peur de dénoncer ça parce que c'était connu par le pouvoir. C'est vrai qu'on entendait parler d'une voiture noire, mais de manière saisonnière. Mais là, c'était devenu pratiquement quelque chose de récurrent. Et il fallait quand même qu'il y ait cette personne qui dénonçait. Et je vous dis, pour l'Union, ça n'a pas été facile parce que le journal, l'Union, c'était la propriété de la famille Bongo. C'était 41% privé, 51% gouvernemental. Donc, tous ceux qui étaient les auteurs de ces crimes, c'était ceux qui étaient tapis dans les arcanes du pouvoir. Donc, il était difficile. Mais j'ai quand même gagné ce combat avec d'autres journalistes qui étaient là, qui faisaient en sorte que les articles sur les crimes rituels passent pendant les conférences de rédaction. Et je me suis dit, pourquoi renoncer? Et lorsqu'on m'a demandé de ne plus publier ça, de choisir entre continuer de publier et de me retrouver à la porte, donc, ou alors de me taire, j'ai préféré prendre la porte. Donc j'ai démissionné lorsqu'il y a eu la découverte de ces sacs d'organes à Ouloumi, de 50 kilos d'organes humains, qui étaient des clandestins qui avaient été dépecés en pleine mer. Et là, le président Ali Bongo, qui m'avait déjà reçu pour me dire que je ne veux plus que tu parles des crimes rituels parce que ça arrive au pays, je lui ai dit, monsieur le président, entre moi qui dénonce et ceux qui tuent, ce sont ceux qui tuent qui salissent l'image du pays. Et je ne peux pas vraiment ne pas parler de ça. Donc là, c'était fort le café. Et j'ai dénoncé ça. Alors il m'a appelé pour me sermonner. Et moi, j'ai préféré démissionner pour être libre. Et vous savez, la suite, je suis allé à l'École du Nord avant la création de Faits divers. Et là-bas, nous avons été libres de continuer de dénoncer ça parce que l'Union, jusqu'à ce jour, ne peut plus parler des crimes rituels parce que c'est devenu la propriété de la famille Bongo. Mais à École du Nord et Faits divers, nous avons continué à dénoncer jusqu'à ce que ça m'a valu des ennuis, tentatives d'assassinat, arrestation, et puis j'ai pris le chemin escarpé des vies. En tout cas, je me sens poussé comme par une force qui me dit fonce, ne recule pas. On a besoin de dénoncer ça pour que les gens y mettent un terme. La preuve, c'est que ça a payé parce que ça a reculé à un moment donné et après, les personnes qui tuaient commençaient par cacher les corps pour qu'on ne les retrouve plus. Donc, c'était des corps qui étaient dissous dans de l'acide chlorhydrique. Ils avaient opté parce qu'ils savaient que les journalistes devaient en parler, particulièrement le journal École du Nord et Faits divers. Donc, ça a amené un peu les gens à reculer un peu et plus ça a amené aussi les Gabonais à se soulever pour dire que non, on ne peut pas zigouiller son semblable tel un gibier. Donc, je ne pouvais pas. Je sais que beaucoup me disaient, il faut arrêter, il y a ta famille, il y a tes enfants. Mais ma famille comprend la légitimité et la justesse de ces combats que je mène. Parce que c'est un combat pour les droits humains. Tuer son semblable, le dépécer, c'est violer les droits. Et la vie fait partie des droits inaliénables. Alors, toute personne a droit à la vie. Et je me sens donc poussé par cette force-là. Et en disant c'est un combat noble, on ne peut pas renoncer. Quand on est convaincu par la justesse de son combat, on ne recule pas. Vous avez eu plusieurs ennemis, on l'a dit en tout cas, notamment dans les crimes que vous dénonciez du temps où vous étiez à l'Union. Mais vos ennuis se sont accentués de plus en plus après la publication d'un article intitulé « Je reviens de Port-Gentil ». C'était un article intitulé « Je reviens de Port-Gentil ». Comment est-ce que vous viviez à ce moment-là en sachant que vous étiez traqué? D'abord, c'est une expérience presque unique. Cette série d'articles, je reviens de Port-Gentil, d'abord au moment des faits, lorsque le président Bongo Ali a pris le pouvoir en 2009, à la suite d'une élection contestée.
Port-Gentil avait donc les Port-Gentil étaient descendus dans la rue. Il y a eu des émeutes et il y a eu l'armée qui est allée massacrer des personnes là-bas. Et moi, je voulais savoir exactement la vérité. Donc, je suis allé à Port-Gentil. Ce n'était pas facile parce qu'on avait interdit l'accès à tous les journalistes. Bon, moi, j'ai utilisé d'autres ruses pour y accéder. Et j'ai enquêté sur ça. Je suis revenu au Gabon, à Libreville. J'ai publié déjà une annonce. Le deuxième jour, j'ai publié les massacres parce que le nombre c'était 85 et non 3 comme annoncé par le gouvernement. Donc ça a pris à rebrousse-poil le gouvernement. Et je vous dis que c'est mon petit-fils qui était ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou à l'époque. Donc il n'a pas accepté ça parce qu'on disait mais comment c'est lui qui parle de ça. Bon, les gens oubliaient que j'étais chargé des investigations et que j'avais déjà même fait une série d'autres articles dans ce sens-là. Donc, ça a valu des inimitiés aussi bien à moi qu'au patron du journal. À l'époque, le directeur de la rédaction, c'était M. Albert Yangari. Donc, lui, il a été interpellé, il a été arrêté le matin à 7h quand il s'est rentré au bureau. Et moi, sur le chemin, j'ai reçu une alerte d'un officier supérieur qui m'a dit, écoute, ne va pas au bureau, on a déjà pris ton patron, c'est toi qu'on cherche. On nous a demandé de te ramener mort ou vif. Et après, il y a eu des collègues qui m'ont appelé pour dire que ne viens pas, l'armée investit. Et si tu as quelqu'un chez toi à la maison, il faut demander à cette personne de partir de la maison parce que l'armée va débarquer là-bas. Évidemment, j'avais mon neveu qui venait d'avoir le bac, qui attendait d'aller à Franceville. Donc, j'ai eu le réflexe juste de l'appeler, de quitter la maison. L'hélicoptère est arrivé. Ils ont cassé la maison en tirant sur la serrure. Ils ont accédé, il n'y avait personne. Et moi, j'avais décidé d'aller à l'Union malgré l'interdiction qui m'avait été faite par mes collègues en disant ne viens pas ici parce que j'ai dit je viendrai comme ça si on m'assassine, ça se passera devant et donc devant les caméras du monde. Je suis allé à l'Union, M. Yangari a été arrêté, je ne pouvais pas fuir parce que c'est moi qui étais l'auteur de l'article, même si lui il avait donné son blanc-seing en faisant paraître l'article. Je suis allé, on a été arrêté, M. Yangari a été arrêté, moi j'étais à la rédaction, on m'a reproché d'être parti là-bas, j'ai dit non, je préfère mourir. Et donc là, la journée s'est chauffée, il y avait les qui étaient là, la presse internationale qui s'était mobilisée. Et après, je me suis dit, je ne bougerai d'ici que lorsque M. Yangari viendra. Évidemment, il y a eu des soulèvements. Donc, M. Yangari étant du Haut-Togo, il y avait beaucoup de gens du Haut-Togo qui s'étaient mobilisés pour dire que si vous touchez un seul cheveu de M. Yangari, vous allez nous sentir. Donc, ils ont libéré M. Yangari. Et M. Yangari est venu à la rédaction. Il m'a trouvé, je l'ai vu en larmes. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, mon petit, j'ai compris que le président Bongo est mort, Omar Bongo est mort, parce qu'en son temps, on n'aurait pas vécu ce que j'ai vécu. Alors, il faut aller, il faut fuir. Donc, naturellement, il y avait des missions diplomatiques, et il y a une mission diplomatique qui s'est proposée de me recevoir. Et je suis parti quand je l'ai vu qu'il était sorti. Ouais. Pardon? Laquelle émission? Je suis allé à l'ambassade des États-Unis. D'accord. Donc, je me suis réfugié là-bas pendant un temps, pendant que ça chauffait dehors. J'avoue que ma vie était menacée réellement parce que c'est un nouveau régime qui venait de prendre. On était habitué à Omar Bongo qui tensait après, qui revenait à la raison. Mais là, c'était quand même des jeunes qui avaient plus de verve et qui voulaient en découdre avec moi, qui sortaient des sentiers battus. Donc, je ne vivais plus normalement. J'avais renoncé à ma vie de famille normale, dormant ailleurs après, parce que j'ai passé un mois à l'ambassade. Et après, je suis allé chez des amis, je dormais plus souvent, puisque ma maison était déjà repérée. Je vivais clandestinement. J'ai changé de voiture aussi. Souvent, je laissais mes voitures qui étaient identifiées, je prenais les voitures de mes cousins. Et un soir, je me rappelle, le mois suivant, j'étais avec un de mes preneurs d'images qui était avec moi à Port-Gentil, Wilfried Mbina. On est tombé sur un poste de contrôle. Et après, lorsque je présentais ma pièce d'identité, l'agent qui était là a dit « Ah, c'est toi qu'on cherche !» Et c'est comme ça que Wilfried Mbina a dit « Ah, ça y est, on est mort. » Et c'est comme ça qu'il a appelé son supérieur qui était là. Et qui a dit « Mais il n'a rien fait, il n'a tué personne. Il est allé faire son travail. Pourquoi doit-on l'exposer ?» Et il m'a dit « Tu ne peux plus continuer. Parce que là, on te comprend.
mais devant à Rio, parce que j'habitais à l'époque à Ouzangue. Donc, pour aller, je pouvais passer par Rio forcément, le déposer à Kingele, lui, et puis continuer. Donc, il m'a dit, tu ne peux plus continuer. Alors, trouve un endroit pour dormir. Et heureusement, j'avais une amie espagnole qui était, gabono-espagnole, qui était à la Garoukia. Je suis allé dormir chez cette amie qui m'a libéré sa chambre. Et le lendemain matin, quand le contrôle s'était retiré, je suis rentré chez moi. Donc, j'ai vécu comme ça, pratiquement clandestinement, hein, jusqu'à ma démission de l'Union. C'était plus une vie normale. J'ai dû sauter plusieurs étapes de ma vie parce que je ne pouvais plus aller en boîte de nuit, je ne pouvais plus me balader n'importe comment, aller à la plage. En fait, j'avais sur ça un certain nombre d'activités pour ne pas trop m'exposer parce qu'il y a des endroits où on m'attendait. Donc, ça n'a pas été une vie normale jusqu'à ma démission de l'Union en 2013. Juin 2013, ça a été ça. C'était plus. Je me faisais accompagner dans le Gabon par des agents de sécurité. J'avais des mêmes agents de sécurité. Souvent, on était avec quand on faisait le Gabon. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Alors, après, plus tard, vous avez quitté le Gabon en passant notamment par le Cameroun. Vous arrivez en France le 22 janvier, vous êtes arrivé en France le 22 janvier 2015, si je ne me trompe pas. Arrêtez-moi si je me trompe en tout cas. Et vous continuez le combat entamé au Gabon, c'est-à-dire celui de dénoncer, etc. Après avoir fui la mort, les menaces et les intimidations, qu'est-ce qui vous donne la motivation de continuer en France après avoir fui tout ça, après avoir été passé par toutes ces péripéties, tentative d'assassinat, d'après ce que vous avez décrit, la fuite par le Cameroun, en étant traqué, arriver en France, être coincé par la police de l'air et des frontières, menace d'être rapatrié vers le Gabon, et vous êtes finalement installé en France et vous décidez de continuer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu têtu ou alors, voilà, qu'est-ce qui vous motive de continuer dans ce cas-là? Ce qui me motive, c'est le patriotisme qui constitue d'abord ma première source d'inspiration. C'est cette force divine que je ne saurais décrire. Je me sens investi de cette mission divine qui consiste à dénoncer, parce qu'au commencement était la parole, comme dit la Bible. Il faut dénoncer pour affaiblir les gens. Vous savez que tout complot qui est dénoncé est souvent voué à l'échec. La dénonciation de ces crimes rituels a permis de faire baisser le phénomène, parce qu'à l'international, il y a eu des voix qui se sont levées. Il y a eu ça, et puis je me suis dit, bon, je suis sorti, si Dieu m'a permis de sortir, d'échapper de justesse à la mort, parce qu'au Cameroun, ça a été presque à quelques millimètres. J'étais à quelques millimètres de la mort. Madoumou était en face de moi. Madoumou, c'est le barbouze du régime en place. Il est resté hypnotisé, il n'a pas pu. Il avait un fusil ici, il avait un revolver ici, il avait un couteau là, il n'a pas pu tirer. Même si après il est allé dire que c'est le politique, bon, tant mieux, c'est Dieu qui l'a maîtrisé parce que naturellement, je me sens investi de cette force divine. Donc, je me suis dit, en arrivant en exil en Europe, c'est le terrain propice. La France, c'est la terre des droits de l'homme. Et que je suis mieux placé parce qu'au Gabon, on a bâillonné la plupart des journalistes. Tous les journalistes ne peuvent plus parler là-bas. Celui qui parle bouge pour la prison. Alors, je me suis dit, bon, moi, je suis sûr avoir cette possibilité à l'extérieur. Je suis pratiquement le seul journaliste en exil en ce moment. Donc, que tout ce qui se passe là-bas, je deviens le porte-flambeau de tous ceux qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas parler là-bas. Et il fallait continuer de dénoncer pour faire reculer un certain nombre de phénomènes abominables contre brumeux, parce que j'estime que si je ne le fais pas, ça va s'accentuer. Donc, il y a ce patriotisme qui me guide, il y a cette force divine qui m'accompagne dans ce que je fais. Ça n'a pas été facile parce que, étant en France, je ne suis pas à l'abri des surprises. J'ai échappé aux tentatives d'assassinat, j'ai échappé aussi à l'empoisonnement, j'ai échappé à la haine, à la calomnie. Vous voyez, j'étais l'homme le plus détesté par un groupuscule à la solde du régime. Donc, ça n'a pas été facile. Mais tout ça, ça m'a donné une sorte de carapace qui me pousse à agir davantage. Ça me fortifie en fait. Et puis, n'oubliez pas, je suis un anticonformiste. Quand on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Est-ce que, par exemple, votre vie compte moins par rapport à cette idée de patriotisme? Parce que vous êtes journaliste, vous vous dites traqué par le pouvoir. On sait qu'il y a beaucoup de journalistes vivant en exil qui ont été assassinés. Je pense notamment à Jamal Khashoggi. Est-ce que vous ne craignez pas
par exemple, le même sort, c'est l'exemple à laquelle je demande si votre vie compte moins par rapport à celle que vous, en tout cas, que vous prétendez défendre. Je pars d'un principe biblique qui dit celui qui garde sa vie pour soi la perdra, et celui qui perd sa vie pour autrui la gardera. J'estime que mourir aujourd'hui ou demain, ça ne change rien. Mais je préfère être un héros mort qu'un lâche vivant qui fait pitié. Si je me tais, vous avez vu, j'avais subi un certain nombre d'avanies et même d'avatars. J'ai eu un incident qui m'a éloigné de la toile pendant une période. Vous avez vu cette période? C'était le calme total. Les gens ne dénoncent pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes sources d'informations que moi. Je suis journaliste d'investigation, j'ai travaillé 20 ans durant au Gabon, je connais beaucoup de monde dans les arcanes du pouvoir, je connais beaucoup de monde dans les services de sécurité. Donc j'ai l'information que d'autres ne peuvent pas avoir forcément. Parce que je suis journaliste, même si en plus j'ajoute la veste d'activiste. Donc à moi, on me fait plus confiance parce que j'ai un recul dans le traitement de l'information. Donc je me dis, si je m'étais, je suis maintenant en exil, ça ne sert à rien. Si je m'étais, c'est comme si j'avais accepté la compromission. Je me serais tué au Gabon. Pourquoi être arrivé jusqu'à 6000 km de mon pays et me taire après? Ça n'a pas de sens. J'aurais pu, puisqu'on m'avait demandé, j'avais le choix entre me taire, accepter les friandises qu'on me proposait et renoncer à tout pour continuer le combat. J'ai fait le dernier choix qui consistait à continuer le combat. Donc, je me sens plus éloigné des mes bourreaux, même s'ils ont des ramifications à l'extérieur. Je me dis, il n'y a pas de raison de me taire. Ma vie, par rapport à celle de nombreux Gabonais, ne compte pas. Et mourir aujourd'hui ou demain, ça ne change rien. Je prends le cas de Mandela. Vous avez vu, Nelson Mandela, c'est la personne, c'est mon icône, c'est la personne qui m'a beaucoup inspiré. Si Mandela était mort en prison, ou pendant les manifestations en 1963, par exemple, et il est mort en 2015, qu'est-ce qui aurait changé? Son corps aurait été inhumé toujours. Ça serait décomposé. Le seul regret qu'on a, c'est d'être parti avant d'avoir terminé sa mission. Mais je crois qu'à mon âge, 42 ans aujourd'hui, 42 saisons sèches, c'est beaucoup. J'ai fait beaucoup que d'autres n'ont pas pu faire. Donc, même si je partais demain, j'aurais juste un petit regret de n'avoir pas accompli tout ce que j'avais accompli pour mon pays. Mais j'aurais fait beaucoup déjà. Pour mon âge, c'est beaucoup ce que j'ai fait. Donc, je ne regrette pas. Ma vie, par rapport à celle de nombreux Gabonais qui sont menacés aujourd'hui, ne compte pas. Je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à mon bien-être personnel, à ma vie personnelle. La preuve, c'est que j'ai renoncé pour vivre comme un moine aujourd'hui. En France, vous faisiez ou vous faites partie d'un groupe, la Résistance, avec des personnes que vous avez chargées dans vos articles à l'Union. Je pense notamment à Alfred Ngabanda. Alors, je sais que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup, c'est d'ailleurs un de vos proverbes, ou un celui de votre papy. Mais est-ce que pour autant on oublie les crimes du passé? Je précise que Alfred Ngabanda, enfin du moins du temps où vous étiez à l'Union, vous le présentiez comme le commanditaire de l'assassinat de son successeur au Conseil gabonais des chargeurs, le défunt René Ziza. Et aujourd'hui, on vous voit avec Alfred Ngabanda manifester ensemble. Vous avez même été présenter des condoléances lorsqu'il avait perdu sa femme, je pense. Du coup, est-ce qu'il est maintenant sain aujourd'hui, ou alors ceux que vous dénonciez avant, c'est-à-dire les crimes qu'il aura peut-être commis, donc, notamment l'assassinat supposé de René Ziza, est-ce que tout ça est enlevé au nom de la quête de changement pour le Gabon? Je tiens d'abord à démêler les fils de cheveux. Je n'ai jamais accusé M. Ngabanda d'avoir commandité l'assassinat de René Ziza. Les faits se sont passés en novembre 2009. Donc, Ali Bongo venait de prendre le pouvoir. Et M. Ziza était DG du Conseil gabonais des chargeurs. Il avait été viré, remplacé par Ngabanda. M. Ngabanda avait remplacé donc ce monsieur, et
après, on a eu... non, monsieur Ziza avait remplacé monsieur Diabanda. C'était plutôt l'inverse. Voilà, Monsieur Ziza avait remplacé... Voilà. Donc, monsieur Diabanda. Diabanda. Voilà, donc il y a eu un audit qui a révélé des détournements des fonds, tout ça. Mais dans mon article, plus que ça intervenait dans cette période où il y avait un audit qui avait révélé un trou abyssal, une dette abyssale de, je crois, 1,5 milliard, comme ça. Et c'était normal que tout journaliste qui se respecte pose des bonnes questions. Donc, j'ai contextualisé les choses. Il faut contextualiser l'assassinat. L'assassinat intervenait juste après la prise de pouvoir de ce monsieur. Et après, il avait ouvert l'audit. Et l'audit a permis de trouver un trou abyssal de plus de 1,5 milliard de francs. Donc, en tant que journaliste qui se respecte, je posais la question, je n'ai accusé personne pour retrouver l'article aujourd'hui. C'était: Monsieur René Ziza aurait-il été envoyé à de patresse par des gestionnaires gênés aux entournures? C'était une interrogation et au conditionnel. Aurait-il été envoyé par des gestionnaires? Et les gestionnaires, il y en avait une dizaine. Il y avait jusqu'à l'État gabonais. Donc, je crois qu'il y a une incompréhension. Et je crois que M. Diabanda voyait les choses sur un autre prisme parce qu'il était dans ce système. Donc, tout de suite, il s'est senti visé. Les gens ont fait une analyse, une lecture biaisée de cet article pour l'inciter à porter plainte en disant non, c'est toi. Et puis, c'est comme ça qu'il a porté plainte. Nous sommes retrouvés devant le tribunal de première instance de Libreville. J'ai gagné en première instance. Il a fait appel, on est arrivé jusqu'en cassation. Bref. Mais j'ai démontré que si je n'avais pas accusé M. Diabanda, c'est une question. Parce que cet article a été envoyé à l'école, aux grandes écoles de journalisme en France. Ils ont bien décrypté, on dit qu'il n'y a aucune accusation. Et nous avons renvoyé ça dans notre dossier pour dire, écoutez, voilà, c'est les grands professeurs de journalisme qui disent que l'article est irréprochable. Bon, on a compris que c'est un règlement de compte parce que j'étais un journaliste qui gênait. C'était même pas un problème de M. Diabanda contre Jonas Molenda parce que quand nous sommes retrouvés à la barre, nous parlions, nous communiquions, à tel point que le président du tribunal à l'époque disait, mais vous là, c'est quoi, vous dites quoi? Vous êtes des protagonistes ici à la barre, vous n'allez pas échanger. Mais il a compris quelque chose. Je sais que ce n'était pas lui forcément qui agissait, c'est ce régime qui utilisait des personnes parce qu'à chaque fois qu'il y avait un dossier, le régime instrumentalisait cette personne pour dire que non, porte plainte pour chercher à me nuire. Et moi, je n'avais pas voulu à M. Diabanda. Mais à cette époque, M. Diabanda était quand même présenté comme un suspect par vous d'ailleurs. Non pas comme le coupable, mais comme un suspect. Non, on n'a jamais parlé de lui. L'article ne l'a jamais cité. À aucun moment, on a parlé des gestionnaires. Les gestionnaires, il y avait tout le monde. Il y avait le comptable, il y avait l'État gabonais, il y avait le conseil d'administration. Ils étaient nombreux. Maintenant, j'ai regretté, je l'ai dit à la barre, que cette histoire-là, ça s'apparentait un peu à la fable de la tortue et la panthère. C'est-à-dire qu'on retrouve la mort de la tortue morte, et après, le fils de la tortue va demander, mais qui a tué ma mère? Et les autres animaux disent, oh, on ne sait pas, mais il pourrait s'agir d'un animal tacheté. Et la panthère se fâche. Mais la panthère n'a pas raison de se fâcher parce qu'elle n'est pas le seul animal tacheté. Vous avez le zèbre, vous avez plein d'animaux qui sont achetés. Donc, je crois qu'il y a eu une incompréhension motivée aussi par des positions politiques que je respecte, parce que moi je respecte la différence, moi je suis un démocrate. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je crois que M. Diabanda comprend que je ne suis pas quelqu'un, je n'ai aucun esprit fielleux, comme vous l'avez dit. Et quand il a perdu sa mère, il a perdu plutôt sa femme, je suis allé présenter mes condoléances, j'étais là, je me suis mis à sa place, parce que nous sommes tous dans le même bateau. On est en exil, parce que personne ne s'attendait à ça. Il a défendu un régime à un moment donné, par rapport à une situation donnée. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore ce régime que moi j'ai dénoncé avec véhémence, que ce régime est très dangereux. La preuve, c'est qu'après avoir rendu des bons et loyaux services à ce régime, il a été traqué, il est en exil aujourd'hui. Donc, on se trouve en exil, et je me dis, pourquoi avoir une animosité à l'égard de quelqu'un, même si on a eu des différences? Ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui peut nous diviser. Pour moi, ce sont des querelles, des clochers du passé,
et qu'on doit regarder vers un autre objectif. Ça ne veut pas dire que tous les anciens dirigeants du PDG qui sont aujourd'hui dans l'opposition, on va les absoudre à partir de ça. Non, non, non. Il y a des choses quand même, à un moment donné, on dira oui, mais une fois que le pays est libéré, on dira mais oui, mais voilà, il y a telle situation, ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu as une part de responsabilité dans ça. Donc, mais on tait nos divergences pour le moment parce qu'il y a un combat qui est là. C'est nécessaire de privilégier d'abord la libération du pays. Maintenant, nos petits problèmes, on va voir comment on pourra régler ça plus tard. Alors, M. Moulenda, bien souvent des opposants, des activistes, je ne sais pas s'il faut vous qualifier d'opposants ou activistes ou alors opposants activistes, mais bon, dans tous les cas, les opposants, les activistes sont souvent, ils sont souvent proposés des sommes d'argent pour se taire, pour arrêter de critiquer. Est-ce que ça a déjà été votre cas, par exemple? Avoir des propositions d'argent. Avoir des propositions d'argent. Je reçois des propositions depuis le Gabon. Je reçois des propositions depuis le Gabon. Je suis arrivé en exil en France. Quand j'étais encore en France, à Paris, j'étais quotidiennement sollicité parce que je dérange le régime. Ça, c'est toute personne de bonne moralité va reconnaître, de bonne foi va reconnaître que je suis celui qui dérange tout ce régime. Parce que j'ai un ton qui n'est pas familier aux autres activistes. Donc, je reçois des propositions. Il y a l'ancien ambassadeur Ngoye Moussabou qui m'a appelé, qui était mon premier patron à l'Union. Donc, on lui a dit, mais c'est toi qui l'as encadré dans le journalisme, donc il n'y a que toi qui peux le convaincre. Voilà. Donc, lui, il m'a proposé plusieurs fois. J'ai refusé. Il y a eu Mathias Otunga au Sibadjo, qui m'a proposé plusieurs fois aussi, qui m'a fait ces offres-là. Je dis ce que je pensais, ce que j'attendais. Il y a eu Célestin Binga du CEDOC qui était venu. Que vous avez fait virer. Il y a eu l'actuel patron du CEDOC, Bernard Nyamankara, qui est venu, qu'on a envoyé. Il y a eu beaucoup d'émissaires, sans oublier des compagnons de lutte qui ont des amis à l'intérieur de ce système, donc qui servent l'intermédiaire. Je leur dis que moi, je ne cherche pas mon bien personnel, parce que tout est périssable. On a vu des gens accepter les biens, mais ils sont tenus dans quelles conditions? Accepter les propositions, accepter l'argent. Moi, je ne vivais pas mal. Demandez, renseignez-vous. Le journal Fait divers, Écho du Nord, c'était les journaux les plus prospères du Gabon. Je n'avais pas moins de 3 millions de salaires. Donc, si je pouvais bien, je n'avais pas besoin d'accepter l'argent du régime. J'aurais accepté plutôt de ne plus traiter certaines informations, de contacter de mon salaire, de mon traitement qui était un traitement de faveur, tout ça. Donc, c'est pas ça. Je n'accorde pas de la valeur au bien. Ma valeur ici n'est pas monétaire. Bon, d'autres ont cette valeur monétaire, ils le font. Je respecte leur choix. Mais après, ils ont fini comment? On a vu mon grand frère Binobel Moubamba. On lui a proposé tout. On a fait croire qu'il est d'une personnalité plus importante par rapport à d'autres gouvernements. Il était vice-premier ministre. Mais aujourd'hui, comment il a fini? Donc, avec ces régimes, ayant travaillé dans l'Union, qui était presque le laboratoire d'information de ces régimes, je connais mieux ces méthodes de survivance de cette dictature. Donc, je ne peux pas commettre cette erreur d'accepter ces friandises, d'accepter un poste parce que je vais mal terminer. Et puis, ce serait la fin de beaucoup d'espoir des Gabonais, sinon j'accepte. Parce que je fais partie d'un des derniers maillons de la chaîne. Donc, si j'accepte, je brise beaucoup d'espoir. J'en suis convaincu. Et je mesure le poids de cette responsabilité que j'ai sur mes épaules. Alors, ok, merci pour la question. On avait également, on voulait également savoir, vous répondez donc quoi à ces personnes qui disent que vous êtes un collaborateur de pouvoir et que vous recevez des sous du Gabon? Parce que la question précédente était de savoir si éventuellement vous avez déjà reçu des propositions de corruption pour pouvoir fermer la bouche. Maintenant, je pense que vous êtes au courant, vous recevez généralement des accusations qui disent que Jonas Moulenda est un collaborateur du pouvoir. Jonas Moulenda reçoit des sous du pouvoir. Il y avait notamment l'épisode de 8 000 €. Donc, vous répondez quoi à ces personnes-là qui disent ça? Vous leur dites quoi? Je vais vous dire une chose. Ali Bongo, que je connais peut-être mieux que certains activistes, parce que d'autres ne l'ont jamais vu même de face. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer au Lilo avec Ali Bongo, avec André Baba. Je connais Ali Bongo mieux que beaucoup. Ali Bongo ne peut pas payer quelqu'un pour l'insulter, pour le détruire.
Ali Bongo paye les gens pour lui dire qu'il est beau, il a un beau costume, il est élégant. Mais il ne veut pas payer quelqu'un qui va dire que son costume est plissé. Et si ce régime avait des preuves, parce qu'à chaque fois qu'il a aidé quelqu'un, il a filmé, il a gardé une preuve. Si ce régime avait la preuve qu'il m'avait donné déjà de l'aide, même une fois en passant, il aurait brandi. Ce n'est pas le régime d'Omar Bongo qui avait la sagesse. Vous l'avez vu avec M. Moukali Ouangou. Quand Moukali Ouangou avait dit non, je n'ai pas été reçu. Mais vous avez vu la une de l'Union, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la une. Moukali Ouangou à la une de l'Union qui a été reçu par le président a donné l'argent. On lui a demandé d'aller rendre l'argent. Donc, les gens, tout simplement, nous sommes dans une résistance où il y a un mélange, malheureusement, de serviettes propres et de torchons sales. Donc, il y a ceux qui sont là. Excusez-moi de l'expression, il y a une racaille qui est gênée par la brillance de certains. Donc, qui cherchent à détruire par tous les moyens ceux qui gênent. Ou alors, ils sont à la solde du pouvoir aussi parce que beaucoup se font passer pour des combattants, mais en réalité, ce sont des collaborateurs du régime en place. Ce sont des alliés. Donc, ils cherchent à détruire les noms. Prenons le cas de notre frère que nous regrettons, que nous pleurons, Maître Méré. Ils ont pris un système qui, avant de tuer quelqu'un, on commence par détruire son nom. Une fois qu'on a détruit son nom, on peut le tuer pour éviter les soulèvements, pour éviter les manifestations. On a fait ça avec Méré. J'ai subi la même chose. On m'a accusé de tout. Vous avez parlé de 1 000 euros. Moi, ça n'a jamais été 1 000 euros. Le frère dont vous parlez, je ne veux pas faire la publicité. On va revenir sur lui en tout cas. On est question dans ce sens. Et bon, continuez. D'accord. Moi, je suis généreux. Les gens savent que je suis généreux. J'ai aidé quand je suis venu en France. D'abord, j'avais pas moins de 25 millions avec moi quand je suis rentré sur le territoire français. J'ai vu les gens souffrir parce que ce n'est pas la belle vie que les gens vous présentent sur Facebook. Les gens souffrent en France. J'ai aidé et je me suis attaché au service de certains Gabonais que je ne connaissais pas. Je pensais par patriotisme qu'ils partageaient le même combat, que nous avions la même vision. Après, j'ai découvert un certain nombre de choses. Mais j'ai aidé ce nombre de personnes dans la fraternité, tout simplement. Après, ça a été dit pour le truc parce que ces personnes travaillaient pour le régime en place. Ils travaillaient pour Mbinga que j'avais contribué à faire virer du Sénat parce que j'avais des secrets terribles que je gardais de ces messieurs. Donc, il y a des gens qui travaillaient pour Mbinga. Et Mbinga, après avoir été viré du Sénat, il a instrumentalisé beaucoup de compatriotes qui le payaient dans la résistance pour me détruire. Non seulement pour m'empoisonner, ça n'a pas marché, mais pour me détruire mon nom. Donc, ce sont ceux-là qui ont crié, non, qui ont inventé ce genre d'histoire, il m'a donné le bout. Est-ce que vous pensez, pour le compatriote dont vous faites allusion, il est de Haut-Ogooué, ses compatriotes? Oui, tout à fait. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, au pouvoir, ce sont des gens du Haut-Ogooué. Vous pensez que les gens du Haut-Ogooué, pour contacter leurs parents, ils ont besoin de passer par moi? Je vous laisse le soin d'apprécier. Voilà. Donc, tout ça, ça a été... Bon, aujourd'hui, il y a un meilleur culpa de leur côté. Ils savent qu'ils ont été utilisés contre moi. Ils ont brisé un certain nombre de liens. Et moi, je respecte. En amour comme en amitié, je préfère souvent être trahi. Je ne trahis pas. J'ai été trahi par beaucoup de personnes, même dans ma vie privée. J'ai été beaucoup blessé, beaucoup trahi. Et je ne m'attendais pas à autre chose. Je savais que c'était comme ça. Parce qu'avec la violence qui est la mienne dans ces combats, je ne peux qu'avoir ces nombres d'ennemis qui va crescendo. Donc ça ne m'étonne pas. On a instrumentalisé les gens, mais vous pouvez savoir juste une chose. Ali Bongo paye les gens pour dire qu'il est beau, il a un beau costume. Il ne paye pas les gens qui disent qu'il est vilain, il n'est pas élégant. Tout simplement. D'accord. Alors, une question un peu quoi. Est-ce que Jonas Blenda écoute du rap? Bien sûr. Moi, j'écoute toutes sortes de musique. D'accord. En fait, j'écoute le rap, j'aime bien. Et la preuve, oui, allez-y. La preuve, c'est que Aloumane Maneya, vous connaissez mon générique fétiche, que j'ai tourné pendant des années. Ce sont les jeunes rappeurs, les Gabonais. Moi, je suis jeune quand même si j'ai sauté plusieurs étapes de ma vie. Et puis, c'est des personnes engagées. Vous savez que les rappeurs, c'est des personnes engagées. C'est pas le zouk, c'est pas le slow, c'est pas pour chanter que tu es beau, je t'aime, machin. Mais c'est souvent une musique de révoltés, des personnes qui sont révoltées contre un certain nombre de phénomènes dans la société.
D'accord. En Donc, fait, j'apprécie. je posais la question parce que on peut comparer Jonas Blenda à un rappeur, Booba, le rappeur français. Booba, c'est le rappeur qui est talentueux, un peu comme vous. Vous êtes bon dans l'écriture, vous êtes un bon journaliste. Mais c'est également le rappeur qui s'embrouille avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il a des problèmes avec tout le monde. Vous également, vous avez des problèmes, vous avez des problèmes avec des anciens collaborateurs, des collaborateurs. C'est un peu le cas comme Booba. Donc, par analogie, on fait cette comparaison-là. Vous avez des problèmes avec Tiwa Jatis. On revient sur lui, le compatriote de ton faisait allusion tout à l'heure. Vous êtes chamaillé avec Désiré Enam. Est-ce qu'au final, est-ce que ce n'est pas Jonas Blenda le problème? Parce que il y a toujours ces soucis-là. Est-ce que ce n'est pas Jonas Blenda le problème, par exemple? Par Non. exemple, avec Thibaut Jatis ou avec Désiré Enam. Jonas Blenda ne sera jamais le problème, sera toujours la solution. Thibaut Adjatis, vous savez qu'il a été manipulé. Il a été manipulé par les gens pour dire ça. À certains amis communs, ils regrettent un peu cet épisode. Mais moi, je n'ai jamais eu d'animosité à son encontre. On s'est séparés, il sait quels sont les services que je lui ai rendus. Bon, s'il oublie ça aujourd'hui, moi je respecte son choix. Désiré Nam m'a accueilli à École du Nord. Il sait ce que j'ai apporté à École du Nord quand je suis arrivé à École du Nord. Il sait le nombre d'exemplaires, il sait que j'étais une valeur ajoutée à École du Nord. Et si j'ai pris le chemin escarpé l'exil, parce que j'avais intensifié mon combat à École du Nord, avant de prendre le chemin escarpé l'exil, il y a un certain nombre d'engagements écrits qui étaient signés. Les engagements écrits et signés. Notamment à prendre en charge ma famille, mes enfants qui étaient restés, qu'on avait enlevé des établissements officiels, parce que c'est des enfants qui s'appellent Moulenda. Donc, il fallait continuer à payer les coûts. Donc, mon salaire devait continuer à être reversé à ma famille là-bas pour aider mes enfants à prendre. Donc, j'ai pris le chemin d'exil. Mais il n'a pas respecté ça. Il est venu en exil. Après, il m'a lâché, je ne le voyais plus à n'importe. C'était compliqué, c'est lorsqu'il avait besoin de moi qu'il a commencé. Après, il a pris la tâche avec le régime en place. Mieux, il recevait même des choses en disant qu'il me maîtrisait. Donc, il y a des choses quand même qui dégoûtent quand vous apprenez ça de votre compagnon, de quelqu'un avec qui vous avez été arrêté, avec qui vous avez pris le chemin de l'exil, et vous découvrez après que cette personne vous roule dans la farine. C'est ça qui m'a révolté. Quand les gens, je n'aime pas quand les gens font dans le faux. Moi, je suis quelqu'un de juste. J'aime être quelqu'un de transparent. Et il m'a montré une image au Gabon qui n'était plus la même image qu'ici. D'après ce qu'on, j'ai découvert qu'il est rentré au Gabon grâce à Facebook. Jean-Valentin Leyama, l'ancien député de Manda, qui avait publié la photo. Alors qu'il était ici, on s'appelait de temps à autre. Quand il a perdu sa fille, moi j'étais à son chevet. C'est moi qui faisais les éditos. Il ne m'a pas dit qu'il y avait un projet de rentrer au Gabon. Donc je le découvre. Et je me suis rendu compte qu'il m'a voulu dans la farine en disant, moi j'ai pris des risques pour rien. Parce que lui, il est rentré, vous avez vu qu'il était parmi les conseillers du maire de Entre-Jeux avec un salaire de 4 millions. Donc personne, mettez-vous à ma place, personne ne peut accepter d'être roulé dans la farine comme ça. Par quelqu'un sur qui vous êtes beaucoup appuyé, avec qui vous avez même mangé. Et après, avec un peu de recul, finalement, cette personne aurait pu me tuer aussi, puisqu'elle négociait avec les gens du régime. Donc, s'appuyer sur... il ne faut pas les choses sur un autre angle, un autre prisme. Le cas de Désiré Enam, ça a été un cas qui a révolté les gens. Bon, mais naturellement, plus que souvent, les grands moralisateurs, les gardiens de la morale, de la résistance ne voient pas ça. On dit oui, pourquoi il s'est discuté avec tel, il s'est discuté avec tel. Mais moi, je n'accepte pas le faux. Je préfère être seul. Et ça m'a permis aujourd'hui d'économiser, de faire l'économie de ma fragile vie parce que je suis seul. Quand j'étais mal accompagné, on a vu, quand j'étais accompagné de mes compatriotes, quand j'étais en France encore, j'ai fréquenté le Trocadéro. Vous avez vu ce que ça a donné? Ça a donné tout ce que j'ai eu, des gens, n'importe qui, on me méprise, on ignore même le travail que j'ai battu pour le Gabon, que d'autres n'ont pas encore fait. Et c'est ça, trop de proximité entraîne le mépris. Cette proximité se transforme en promiscuité toujours. C'est pourquoi j'ai pris de recul. Et je ne regrette pas d'avoir recadré des gens comme Désiré Enam, que ce qu'il a fait n'était pas bon. Parce que quand j'avais parlé de ça, j'ai fait une vidéo, j'étais même encore en France, j'étais dans la forêt, cette vidéo, je m'ai adressé à lui. Les gens m'ont dit que je suis un menteur. Mais vous avez vu le scandale qu'a révélé les recherches à la mairie, dernièrement, les investigations à la mairie. Donc aujourd'hui, j'avais raison. Les gens ceux qui m'avaient traité
des menteurs, des mauvais. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas eu le courage de dire que non, finalement, Moulenda avait raison. Les Élénam avaient collaboré avec le régime. On ne peut pas être opposant, être conseiller du maire du PDG et recevoir 4 millions de salaire. Ce sont des choses comme ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis attaché à certaines valeurs. Et que quand on transgresse ces valeurs, on devient tout de suite mon ennemi. Et vous savez, au village, on dit que si tu ne veux pas que la mouche devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. On se demandait à quel moment allait sortir le programme des grands-pères. Mais bon, en tout cas, on retient que, on va dire quoi, l'enfer, c'est les autres, Moulenda, c'est le saint. Non, ce n'est pas l'enfer. Les gens sont faux. Et je voulais démontrer. Je peux même faire d'autres démonstrations de beaucoup de choses. J'ai même des audios, heureusement que les gens n'agissent pas. J'ai des audios, des témoignages terribles. Mais je ne veux pas accabler. Quand vous battez contre quelqu'un, vous l'avez déjà mis au sol, il ne sert à rien de le traîner. Tendez-lui la main pour qu'il se relève. Je suis triste de ce qui arrive à des Élénam parce que on a formé un bon tandem. C'était le Nord avec le Sud. Au départ, on disait avant mon arrivée à École du Nord que École du Nord c'était un journal de femmes. Mais quand je suis arrivé, ça a changé la donne parce que j'ai fait recruter aussi des journalistes de n'importe quelle d'autres ethnies. Donc on avait des noms Michoko, des noms Kota, ça avait changé tout, c'était devenu un journal de référence au Gabon que tout le monde connaissait, tout le monde achetait. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il y en a des gringolades, c'est bien dommage. C'est vrai qu'on va parler de la crise, mais il y a aussi le positionnement du patron du journal qui a vraiment contribué à cette dégringolade. C'est ça malheureusement. Donc je ne veux pas dire que je suis seul. Comme tout, d'abord je n'ai aucune qualité. Je n'ai que des défauts que je tente de transformer en qualité. Mais j'essaie d'être juste avec mon Dieu. Ne pas tricher avec la morale. Ne pas tricher avec les valeurs qui constituent le socle sur la base duquel met en cette la société. J'essaie de faire ça. Et c'est pourquoi Dieu me protège. Parce qu'avec ce que j'ai traversé, si j'avais transgressé les valeurs de notre société, je crois que Dieu m'aurait exposé. Une autre question concernant École du Nord. Vous disiez plus haut que vous receviez pas moins de 3 millions de salaires par mois, c'est ça? Oui. C'est quand même énorme. Mais pour quelqu'un qui est en principe traqué par un régime, est-ce que ce régime-là n'aurait peut-être pas cherché à vous asphyxier de ce côté-là, fermer le robinet d'École du Nord pour que vous... Mais non, monsieur. Mais pourquoi le régime? École du Nord, c'est un journal 100% privé. École du Nord vendait, c'était quand même, comme fait divers, 20 millions d'exemplaires. 20 millions d'exemplaires tirés chaque semaine. D'accord? 20 millions d'exemplaires vendus en raison de 600 francs. Faites les calculs. 20 millions d'exemplaires. Parfois, il y avait, en ce qui concerne le fait divers, par exemple, il y avait un rupture de stock avant midi. Parce que c'était poignant. Donc, le régime du Gabon n'est pas aussi bête que ça. Si ce régime était bête, si du moins ceux qui le composent étaient bêtes réellement, ils ont déjà perdu le pouvoir. Mais ce régime savait que s'attaquer à École du Nord, c'est s'attaquer à un symbole de la démocratie. Même si on a eu des arrestations et autres, on ne peut pas l'étouffer. Parce qu'il y avait d'abord des choses que vous ignorez certainement. École du Nord tirait à Multipresse. C'était le meilleur client de Multipresse. Donc, l'imprimeur qui est une société des Bongo. Oui. École du Nord était distribuée par Soga Press, qui est aussi une société du groupe de la famille Bongo. Donc, suspendre ces journaux, définitivement, revenait à sa succès parce qu'il n'y avait pas d'autres journaux. Il n'y en avait plus beaucoup. Vous savez qu'avec le temps, il y a eu l'amenuisement des acquis démocratiques qu'on a connu en 90, nombre de journaux. On a eu connu une floraison des journaux, mais après, beaucoup de journaux ont fermé parce qu'ils ne vendaient pas, parce qu'ils proposaient des articles qui étaient indigestes pour le lectorat qui était plus exigeant. Mais École du Nord était resté ce journal de référence. Donc il était difficile pour le régime de fermer ces journaux parce qu'il allait se priver. Il avait aussi un personnel à payer à Soga Press et Multipresse aujourd'hui. Donc tout ça, on était là, et puis sans oublier la pression de la communauté internationale. Parce que je vais vous dire une chose, je vais me surprendre. Ali Bongo lui-même, je suis honnête, Ali Bongo lui-même n'était pas dictateur au départ. Quand Ali Bongo était ministre de la Défense, il n'a jamais porté plainte contre un journaliste. Je lui reconnais ça. Il a accepté. Je me rappelle un jour, le journal Les Zamboulo l'avait dessiné, avait dit qu'il a les cheveux frisés comme un rat qui est tombé dans l'eau et tout. Il n'a pas porté plainte.
Mais ce sont les collaborateurs qui sont arrivés pour l'inciter, pour dire que monsieur, vous savez, quand vous êtes président, vous êtes dans une arène différente. Et du coup, vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous donner des propositions. Et si vous n'avez pas le sens de vécu, le propre à un homme d'État, vous allez commettre des erreurs. Donc, Ali Bongo lui-même n'était pas mauvais jusqu'au moment où je partais du Gabon. Il essaie de journalistes s'exprimer. Parce que ces journaux, je vous parle d'une petite anecdote. Un jour, il est allé au Cameroun. Il a amené École du Nord et l'Union. Pour dire que chez moi au Gabon, les journaux sont libres. Donc, il s'inspirait de ça. Donc, et nous, on avait nos recettes, ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas la subvention, c'était d'abord nos recettes propres. On n'avait pas de publicité. Donc, on avait assez d'argent. Et c'était normal qu'avec tout ce qu'il faisait comme travail, avec les risques, que j'ai un salaire, et parce que j'avais demandé, moi, même en ce qui concernait mes collaborateurs, ils étaient les mieux payés. Je ne voulais pas qu'ils soient corrompus au cours d'une mission. Parce que ça a souvent fonctionné comme ça au niveau de la presse au Gabon. Vous allez faire un reportage, on vous propose de l'argent, et après, vous devez écrire ce qu'on vous demande. J'étais connu avec le ministre Riboto quand il était ministre de l'État public, Riboto aujourd'hui dans l'opposition. Il m'avait donné 150 000 francs. Je ne voulais pas prendre. Il m'a imposé de prendre, j'ai pris. Et le lendemain, quand je suis allé écrire contre lui, il a demandé d'envoyer son conseiller en communication à l'époque, Ferdinand Manyanga, pour dire que va dire à Moulina de me rendre 150 000 francs. Donc vous voyez, c'est des choses, souvent, bon, on rigole quand je le vois, je dis, mais souviens-toi, parce que moi j'ai la patriote de dire à mes aînés, à nos papas, ce qu'ils doivent entendre. Pour dire, mais écoute, mais toi aussi, tu étais dictateur quand tu étais au PDG. Donc, c'était ça, je méritais, ce n'était pas un traitement de faveur en tant que tel, mais je méritais par rapport à ça, il y avait 2 jours de responsabilité, c'était normal que j'ai ça, et puis j'avais un budget aussi qui me permettait de payer mes sources, parce que je vous dis, la force de ces journaux-là, c'était des sources d'informations qui étaient tapies dans un cadre de pouvoir et auxquelles on donnait de l'argent. Alors, vos prévisions pour les élections à venir au Gabon en 2023, comment est-ce que vous prévoyez cela? Qui vous voyez l'emporter? Qui vous voyez même être candidat? Quel est l'opposant qui va secouer la foule, qui va rassembler le plus grand nombre de personnes? Je vais vous dire une chose. Moi, je suis né au village et le proverbial garçonnet à la campagne que je suis, c'est qu'on ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. On a eu, depuis l'avènement de la démocratie au Gabon, personne, aucun opposant n'a réussi à prendre le pouvoir. En 1993, Mbaba Sitola a battu au Gabon. Il n'a pas réussi à prendre le pouvoir. En 1998, Mbundu a battu. Omar Bongo n'a pas pris le pouvoir. En 2005, Mbundu a battu. En 2009, Mbundu et Mbaba ont battu Ali Bongo. Ils n'ont pas pris le pouvoir. En 2016, Jean Ping a battu Ali Bongo. Il n'a pas pris le pouvoir. Ça revient à dire que l'alternance au Gabon ne passe pas par voie électorale. On ne déracine pas une dictature de 53 ans par voie électorale. Il faut réfléchir à d'autres mécanismes pour faire tomber ces régimes, notamment la révolution que nous préconisons. Aller aux élections avec les Bongo, en l'état actuel, avec la même Cour constitutionnelle, le Mali-Madeleine Borantou, tous ceux qui parlent de ça, ce sont des collaborateurs du régime. Parce qu'on leur a fait des propositions, soit au Premier ministre, soit... vous n'imaginez pas les tractations qui sont faites. Des émissaires qui sillonnent à Paris en ce moment pour recruter des gens. Ceux qui parlent de ces élections ont déjà reçu des garanties. À quoi bon sert? Vous savez, il n'y avait pas, je vous dis, on a connu 3 opposants. Mbaba Solo, il était le plus organisé. Il n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Il avait un gouvernement parallèle. Il n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Mbundu, c'était quelqu'un de très charismatique, le plus charismatique de tous. Il n'a pas pris le pouvoir. André Mbaba, c'était quelqu'un d'audacieux qui connaissait bien Ali et ses faiblesses. Il n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Dites-moi, quel est cet opposant-là, parmi nous tous, qui peut dire qu'il va battre? Jean Ping était à la Commission de l'Union africaine, il était à l'ONU, il n'a pas pris le pouvoir. Quel est cet opposant? Par quelle alchimie va-t-il prendre le pouvoir? Ou bien on va juste accompagner les groupes? Donc, pour moi, je n'ai pas de prévision. Je ne peux même pas dire que je vais faire la campagne pour dire allez-y votez tel, jamais. Je plaide pour le pourrissement de la situation, pour que enfin la communauté internationale, qui a fait d'ignorer ce qui s'est passé au Gabon, puisse être plus regardante sur le Gabon. Qu'il y ait une crise qui va amener une sorte de transition.
qui nous permettra de revisiter les fondamentaux là, qui ont été faussés par le régime Bongo, qui nous permettra d'assainir les bases électorales, revoir l'élection présidentielle, la ramener à 2 tours, ramener le mandat à 5 ans, donc renouvelable une seule fois. Voilà, moi, le combat qui vaut la peine d'être mené. Mais tous ceux qui parlent, je vous dis, et je sais, j'ai même des preuves que certains sont déjà de connivence avec le régime pour être candidat et se faire vendre, monnayer. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas parler d'élection. Maintenant, vous m'avez posé la question par rapport à mes prévisions. Mes projets personnels, c'est ça? Vous parlez de ça? Non. En fait, on arrive à une étape dans l'émission. Généralement, on appelle ça le jeu. C'est-à-dire qu'on vous donne un nom et vous répondez par le qualificatif de votre choix. D'accord? On peut vous donner n'importe quel nom et vous répondez par le... supposons que je dise, je ne sais pas qui, supposons que je dise Ali Bongo Ndimba, vous pourrez répondre patient, doux, bref, c'est selon. En tout cas, c'est selon vous. Donc, du coup, je vous donne un nom et vous répondez par le qualificatif de votre choix. Que cela soit bon ou mauvais, vous répondez. De toute façon, vous êtes ouvert. On peut commencer? Oui, allez-y. D'accord. Si je vous dis Albert Yangari, c'est un homme de conviction. Il est endurant. okay. Il a été mon premier patron à l'Union et il a fait passer des articles qu'aucun autre directeur ne pouvait faire passer pour dénoncer la situation du Gabon, dénoncer la dictature. C'est quelqu'un de particulier. D'accord. Et si je vous dis Laurence Ndong? C'est une compatriote, mais moi je dis qu'elle est agitée. Vous dites qu'elle est? Parce qu'elle parle d'aller aux élections. Elle est agitée, elle parle d'aller aux élections. C'est qu'elle est naïve. Croire qu'on va changer le régime d'Ali Bongo, on va prendre le pouvoir rien que par la voie électorale, c'est la naïveté, elle est naïve. Et si je vous dis Elam TV, vous dites? Non, c'est promoteur. C'est une chaîne qui vient enrichir le paysage audiovisuel gabonais et on a besoin de ça. Parce qu'on ne veut pas des chaînes qui invitent seulement les PDG pour venir dire qu'Ali Bongo est beau, il a un bon costume. On a besoin de chaînes qui invitent tout le monde parce que les Gabonais ont besoin d'écouter tout le monde et c'est faire une idée. D'accord. Donc pour moi, c'est une bonne idée. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot pour la fin en 1 minute? Le mot pour la fin, je voulais dire aux Gabonais de ne pas se décourager. Ceux qui sont dans la résistance doivent continuer le combat en dépit des pertes que nous subissons aujourd'hui. On a perdu Maître Méré, qui n'est même pas encore inhumé, on ne connaît pas encore les circonstances exactes de son décès. On a perdu Maître Eric Igaïga aussi, qui était avocat de Jean-Pierre. Je voulais dire aux Gabonais de continuer le combat, de se dire que le meilleur est à venir et que tout ce qui se passe là ne doit pas nous décourager, ne doit pas nous détourner de la voie qu'on croit juste. Le Gabon est notre patrimoine, le Gabon est en danger. Le Gabon est notre meilleur héritage et on se doit de se battre pour le récupérer parce que le Gabon est sous occupation. Donc, il faut qu'on continue le combat. La résignation n'est pas une forme de combat. La résignation profite à l'oppresseur. Donc, continuer le combat en dépit des difficultés. On y arrivera toujours parce qu'on est sur la bonne voie. Le mouton qui commence à lécher l'herbe finit par arriver au ruisseau. C'était beau pour le proverbe. Donc, c'était Elam à la rencontre avec Jonas Mulenda. Merci pour votre fidélité à nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.